Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 28 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction le marché, où le variant Delta inquiète ce matin, en tout cas les bourses européennes. Mais avant ça, la semaine dernière, en tout cas vendredi, eh bien, l'indice S&P 500 a terminé la semaine sur un record de clôture à la bourse de New York, toujours dans un contexte, comme vous le savez, d'apaisement des craintes liées à l'inflation et un éventuel resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors, les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages américains publiées la semaine dernière ont montré justement une stagnation inattendue de la consommation en mai et une augmentation plus faible qu'anticipée, plus 0,5 de l'indice des prix de base Core PCE. Donc, c'est l'un des éléments les plus surveillés, en tout cas par la Fed. Donc, en rythme annuel, cet indice affiche néanmoins une hausse de 3,4%, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale. Après, le principal contributeur de la progression de l'indice Dow Jones et du S&P, ça reste Nike qui a bondi quand même de 16%, s'envolant un plus haut historique de quasiment 155 $ presque au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes et accompagnés aussi de prévisions qui dépassent les estimations du marché. Donc là, pareil, d'ici 1 à 2 semaines, on va rentrer dans les périodes de résultats. Donc, ce sera un peu le catalyseur à surveiller pour cette période estivale, les résultats à venir des entreprises. Mais ce matin, eh bien, les bourses européennes évoluent en légère baisse puisque les marchés marquent une pause, d'une part en l'absence de nouveaux catalyseurs et surtout, on a un peu quelques inquiétudes sur la pandémie de Covid qui pèsent sur les valeurs liées au tourisme. Alors, les incertitudes sur le coronavirus et ses variants eh bien, contribuent au léger repli du marché, alors que la recrudescence de nouveaux cas de Covid dans plusieurs pays, et notamment en Asie et en Australie, contraint tout simplement les autorités locales à imposer de nouvelles mesures de restriction. Donc forcément, un retour de Covid ou de pandémie risquerait aussi de pénaliser les marchés boursiers, surtout si nous avons de nouveaux lockdowns dans de grosses économies mondiales. Pour terminer, je dirais que nous n'avons aucun indicateur majeur au cours de cette journée et que le reste de la semaine sera bien entendu animé avec la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Donc là, j'estime que c'est le gros catalyseur de la semaine, le fameux NFP qui sera publié à 14h30 ce vendredi. Côté macro, ici, c'est un graphique tout simplement qui représente un peu les richesses accumulées en 2020. La pandémie de coronavirus a plongé les Américains dans la récession, mais l'économie mondiale, j'ai envie de dire, aussi dans la récession. Mais ici, c'est un graphique qui représente les gains enregistrés par les Américains. Et donc, au lieu de s'appauvrir, beaucoup en sont ressortis gagnants. Donc, selon la Réserve fédérale, les ménages américains ont accumulé environ 13 500 milliards de dollars de richesse l'année dernière, soit la plus forte augmentation enregistrée depuis 30 ans. Et donc, de nombreux Américains de tous bords ont remboursé leurs dettes de carte de crédit, ils ont aussi épargné davantage, un peu comme en France, refinancé des prêts hypothécaires moins chers. Et en fait, cela a remis en cause les conventions précédentes, je veux dire, les conventions des précédentes récessions économiques, comme ce fut le cas en 2008, par exemple, où les ménages américains, en général, en période de récession, on a plus tendance à perdre de l'argent qu'à en gagner. Et en 2008, force est de constater que les ménages américains ont subi la crise des subprimes de plein fouet et ont quand même perdu 8 000 milliards de dollars. Alors qu'ici, en 2020, ils en ont gagné 13 500 milliards. Tout simplement car
comme vous le savez, les États-Unis ont emprunté et dépensé des milliers de milliards de dollars pour empêcher l'économie de s'enfoncer davantage. Donc, on a le bilan de la Fed a explosé, on a arrosé le marché boursier qui, à son tour, est devenu le moteur de l'augmentation de la richesse des ménages, représentant près de la moitié de l'augmentation totale. Et si vous voulez, j'ai intitulé ce graphique le casse du siècle, car encore une fois, ce sont les plus riches qui se sont enrichis dans cette histoire, et ce n'est pas Main Street, mais c'est bien Wall Street, puisque cela a donné lieu à une distribution asymétrique des gains de richesse, puisque les ménages aisés, logiquement, sont plus susceptibles de posséder des actions. Et donc, en fait, à travers ces 13 500 milliards de dollars, eh bien, plus de 70% de l'augmentation de la richesse des ménages est allée aux 20% des personnes ayant les revenus les plus élevés. Et enfin, environ un tiers est allé à la tranche supérieure de 1%. Donc, très clairement, une distribution asymétrique, un casse du siècle, puisque l'ensemble finalement de ces revenus, de ces gains, encore une fois, est allé à Wall Street et n'est pas allé à Main Street. Donc, généralement, les crises ont tendance à renforcer les richesses des plus riches. Et ce graphique-là vraiment montre l'impact et la différence de gains, surtout, c'est du jamais vu depuis 30 ans, à chaque récession en 2000 et en 2008, où généralement on avait des pertes, et là, très clairement, on affiche un énorme gain en pleine récession, et c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire, d'où le casse du siècle, selon moi. Enfin ici, c'est le record de buyback qui ont été annoncés, 567 milliards de dollars d'annonces d'autorisation de rachat de titres depuis le début de l'année. Pareil, de nouveaux records. Ça aussi, ça concerne uniquement le marché américain. Les rachats de titres par les sociétés permettent de gonfler artificiellement le cours de bourse. Et donc, en 2020, on avait eu quand même des restrictions, surtout sur les valeurs bancaires. Et face à la reprise économique et face à la diminution, en tout cas, de Covid, même si actuellement le variant Delta inquiète un peu, en tout cas, on a réouvert les vannes sur les buybacks pour de nouveau atteindre des niveaux records. Donc, ça aussi, ça va être un élément à surveiller puisque plusieurs éléments alimentent la hausse des marchés financiers. Le numéro 1, ça reste quand même les banques centrales, donc les discours des banquiers centraux. 2, les liquidités. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment les liquidités évoluaient en tandem avec le cours du S&P 500. L'expansion du bilan des banques centrales, donc on a une grosse partie quand même qui est soutenue par l'action des banques centrales via le bilan, via les liquidités, via les injections massives de liquidités. Et enfin, en numéro 3, je mettrai quand même les buybacks, tout simplement les rachats de titres par les entreprises. C'est un élément assez important et qui encore une fois, dope de manière artificielle, tout simplement, puisque les entreprises rachètent leurs titres. Et donc, cela permet au cours de la société d'accélérer à la hausse. Donc là, pareil, élément intéressant, en tout cas à partir du 11 juin, on est sur 567 milliards d'annonces d'autorisation de rachat depuis le début de l'année. Donc, des records en perspective. Côté graphique maintenant, faisons le point sur l'ensemble des marchés, surtout les indices boursiers, dont le CAC 40 dans un premier temps. Donc comme je vous le disais, des marchés européens qui tanguent un peu ce matin, tiraillés entre la reprise économique toujours, les apaisements aussi des craintes inflationnistes, mais
le variant Delta inquiète. Donc ce matin, on a quand même un léger repli sur l'ensemble des places européennes. Concernant le CAC, on fait le yo-yo. C'est vrai qu'on a vu un signal technique selon moi ici avec la cassure Tenkan Kijun. Bon, attendons de voir. On avait quand même breaké le niveau des 61,8. Mais finalement, c'est retombé. C'est retombé ce matin, ça ne prend pas. Et là, j'estime qu'on est plutôt dans une zone de neutralité sur le CAC, même si j'avais un peu un biais haussier, je l'accorde, suite à ce beau setup ici, soutenu avec la moyenne mobile 50 et la cassure qu'on a vue en clôture jeudi des niveaux des 6620 points. Donc logiquement, quand on retrace plus de 61% de Fibonacci, eh bien, le marché a tendance à retracer la dernière vague de baisse, mais à la hausse, dans le sens inverse, complètement. Donc voilà pourquoi, avec ce setup et la cassure des 61,8, j'estimais que le marché avait un potentiel, avait les capacités en tout cas de retourner sur les plus hauts pour ensuite consolider un peu dans un gros range qu'on aurait pu avoir ici en daily. En tout cas, pour l'instant, je suis plutôt neutre sur l'indice. Bon, décidément, il ne veut pas me le relever. Car on est encore sur cette fameuse grosse zone hebdomadaire, la fameuse zone toujours ici. Voilà, pour moi, une grosse zone toujours aux alentours de 6600 points, 6600, 6580, 6575. Donc ici, pour moi, c'est une très grosse zone de prix et on est un peu en plein dedans. Donc, c'est un peu la grosse bataille des acheteurs et des vendeurs actuellement sur le CAC. On l'enfonce, on repasse au-dessus, on repasse en dessous. Bon, c'est un peu porte de saloon actuellement. Voyons voir surtout comment les US vont réagir cet après-midi face aux inquiétudes autour du Delta, du variant Delta. Mais pour le CAC, je ne vois pas trop d'opportunités, si ce n'est l'invalidation dans les heures à venir de la cassure Tenkan Kijun. Et là, très clairement, si on repasse en dessous, je verrais bien une accélération en direction des 6530, tout simplement pour venir chercher notre Kijun. Dans un premier temps, ce serait pas mal. Venir respirer ici. Et ensuite, on verra ce qu'on peut mettre en place comme scénario. Deuxième point clé, selon moi, ce serait un retour sur la borne haute de ce canal vers les 6700 points. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est un peu dans cette grosse zone hebdomadaire, j'ai un peu du mal à me situer sur le CAC 40. J'estime qu'on est plutôt dans une phase un peu de yo-yo, de ping-pong, porte de saloon, et que le marché lui-même ne sait pas trop dans quelle direction où aller. Le DAX, je garde toujours un biais baissier par contre sur le DAX, mais effectivement, si on a une grosse correction sur l'indice allemand, le CAC devrait logiquement suivre. Tout simplement car, encore une fois, mais l'avalement il y a 2 semaines reste vivant. Finalement, il n'est pas invalidé. On a toujours ce bel avalement baissier. On a une petite remontada la semaine dernière, mais on n'a pas clôturé au-dessus des 12 800. Donc, il n'est pas invalidé. Même chose pour la divergence. Même si elle a été validée il y a 2 semaines, on est repassé au-dessus du creux. Mais en soi, elle n'est pas invalidée non plus. Donc, des signaux baissiers sur des unités de temps importantes qui sont toujours valides, selon moi. Et ce qui m'intéresse sur le DAX, ça reste la zone, voilà, cette fameuse grosse zone 12 550, 12 520. Mais surtout un gros break des 12 500. Et pareil, pour l'instant, je suis complètement neutre, en tout cas sur des unités de temps plus courtes. Je reste baissier tant que cet avalement hebdomadaire n'est pas invalidé. Mais là, à très court terme, si on essaye de regarder le DAX,
c'est vraiment le yo-yo dans la zone et on n'a pas beaucoup de visibilité. On a un range, en tout cas. J'estime quand même que, on va dire que ici, voilà, on est potentiellement dans un gros range et qu'il faut continuer à vendre tant qu'on ne casse pas les 6044. Donc à chaque fois qu'on remonte au-dessus, généralement ça donne quand même quelques points. C'est la grosse zone qui fait obstacle actuellement au DAX en données 4 heures. Donc à chaque fois ici, ça a plutôt bien fonctionné et j'estime que si on clôture au-dessus de cette zone, il y a une grande chance que derrière on invalide l'abalement baissier et la divergence. Mais tant qu'on évolue dans ce range, eh bien, chaque signal baissier, il faudra mettre en place une stratégie vendeuse. Et après, j'aimerais vraiment qu'on confirme la cassure de cette grosse zone. Vers 12 530, 12 558. Ici, on avait tenté une incursion, finalement, ça remontait. Et là, quand même, c'est un niveau qui est travaillé depuis la semaine dernière, qui est extrêmement défendu par les acheteurs. Donc là, rien à faire selon moi. Soit on tente une vente et dès qu'on retourne ici, on met son stop à break-even. Et si cassure, eh bien bingo, je pense qu'on devrait avoir une forte dégradation de l'indice juste après, surtout si on repasse sous les plus bas pour viser 15 300. Et par contre, attention à la dégringolade si on repasse sous 15 300. Là, j'estime que potentiellement, il y aura un gros swing à prendre sous 15 300 pour aller chercher au moins 300 points plus bas. Mais pour l'heure, cette semaine, tout va se jouer un peu dans ce range et cette fameuse zone de polarité. Le Dow Jones, assez solide, toujours dans son range, en fait, un peu larvé. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas finalement un peu un canal? C'est pas très propre, en fait, le range du Dow Jones. Mais on se situe au milieu de nulle part. Très clairement, si j'essaye de réajuster un peu. Ouais, pas évident sur le Dow Jones, entre un range et un peu un canal baissier qu'on pourrait avoir ici. En tout cas, on se trouve au milieu de nulle part. On a fait un beau gap haussier, donc comme je vous le disais, l'indice Dow Jones la semaine dernière, vendredi, a été porté surtout par l'action Nike qui a pris quand même 15%, donc voilà ce qui explique aussi la forte accélération. On a quand même un beau gap juste sous les pieds. Actuellement, les futurs, on est légèrement dans le rouge. On cède un peu du terrain, pas beaucoup. On pourrait très clairement venir fermer ce gap. Mais c'est haussier, tout simplement, car on est repassé au-dessus du milieu du range. Et donc, tant qu'on est au-dessus des 34 200 points, j'estime que les acheteurs gardent la main. On est même repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. La fermeture du gap ne serait pas à exclure, même aujourd'hui, je pense, à suivre. En tout cas, c'est sûr que quand on voit l'évolution des bourses européennes, si les marchés américains emboîtent le pas, eh bien, on pourrait très bien avoir la fermeture du gap avant de repartir. Mais pour moi, je surveille encore une fois la cassure des 34 200 points. Si on repasse ici, qu'on fait un beau chandelier de retournement et qu'on clôture sous 34 200, eh bien, j'estimerais qu'on a potentiellement un signal baissier pour retourner sur la bande basse. Mais tant qu'on reste au-dessus des 34 200, fermeture du gap, repli, tout à fait envisageable, mais les acheteurs gardent la main. Et j'attendrai un retour sur les 34 800 pour de nouveau
surveiller si on n'a pas un signal de retournement, comme ici, avec une étoile filante, avec un dark cloud cover. Mais là, la zone des 34 425, eh bien, ne m'inspire pas grand-chose, très clairement. J'attendrai que le marché revienne, clôture sous 34 002 ou retourne au-dessus des 34 008. En données 4 heures, même constat, hein, au-dessus de la moyenne mobile 54 heures. Et voyons voir si on va finalement évoluer dans un canal ou avoir un peu ce range larvé. Mais n'oublions pas que sur le futur, justement, j'étais un peu tiraillé la semaine dernière avec ce gros avalement qu'on avait eu sur le futur lundi dernier. Voilà, donc là, certes, on cède un peu du terrain, mais pas grand-chose. Mais bon, avec ces puissants avalements haussiers, tout porte à croire qu'on pourrait retourner tester la borne haute. Sauf si le marché panique complètement avec le variant Delta, mais je ne pense pas que cela fasse tanguer le marché plus que ça. Donc si on part un peu sur ce canal, ce serait d'aller chercher la borne haute à 34 685. Donc on verra bien l'ouverture de Wall Street à 15h30, comment les investisseurs, eux, vont réagir de l'autre côté. L'euro-dollar, sur le Forex, c'est assez mou sur pas mal de paires. Soit on est sur des gros niveaux, soit on fait du surplace en fait. Je ne vois pas beaucoup d'opportunités en ce début de semaine. Soit il y a des plans qui se sont déclenchés et maintenant il ne faut plus qu'à attendre que le scénario se déroule, j'ai envie de dire, sans accroc, comme le GBP Yen. Mais sur l'euro-dollar, c'est compliqué, toujours compliqué. On fait pas mal de mèches, mais on est sous un énorme niveau technique. Donc forcément, les vendeurs, à chaque fois, tentent de défendre ce niveau. Et effectivement, si on se met en données hebdomadaires, voilà, sous MM50, sous résistance à 1,1950, clairement, ça ne donne vraiment pas envie de payer l'euro-dollar face à un tel niveau de prix où tout converge. MM50, les prix, zone de résistance, bas de canal. Donc pour l'instant, on est toujours sur un pullback du canal haussier. Mais pas non plus d'accélération baissière pour retourner sur le support. Mais j'estime que pour les traders les plus agressifs, vous pouvez tenter en tout cas quelques ventes dès qu'on remonte à chaque fois, vite mettre son stop à break-even. Et puis, si le marché part, eh bien, repartir sur les 1,1875 et attendre la cassure, dans ce cas-là, pour partir sur un swing un peu plus long pour retourner en fait sur le bas du range. Mais en données 4 heures, il se passe pas grand-chose. On est juste sur la grosse zone hebdomadaire et on est dans un range. Toujours, on fait le yo-yo. Là, on a tenté de s'extraire par le haut, finalement quand même bien défendu par les vendeurs. Ça cale, très clairement ça cale, donc à surveiller une clôture au-dessus d'un 19,53 même un 19,60 eh bien, permettrait de sortir de ce range de consolidation, de réintégrer le canal baissier et surtout j'attendrai bien entendu une clôture au-dessus de la moyenne mobile 50 pour repasser haussier sur l'euro-dollar, mais tant qu'on est sous 1,1953, pour moi le flux reste baissier. Et que les personnes les plus agressives eh bien, peuvent tenter des ventes à l'approche de la MM50, du bas de canal pour le pullback et tenter de prendre quelques ventes. Et si ça passe, pourquoi pas s'offrir de nouveau une accélération, comme je vous le disais, sur le support. Et puis derrière, c'est d'aller chercher la borne basse du range. Car très clairement, selon moi, on est dans un range technique, du coup, sur l'euro-dollar. Et donc, tout porte à croire qu'on pourrait effectuer une rotation complète vers le bas. L'AUD-USD, on
on est dans la zone toujours. Pareil, soutenu par la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Donc là, c'est le pivot clé. En cas d'incursion sous ce pivot clé, j'estime qu'on aura, à mon avis, une dégradation à la baisse. Déjà qu'on avait validé une épaule tête-épaule et que là, on effectue le pullback. On est prisonnier entre un très gros niveau hebdomadaire, une MM50 et au-dessus de la tête, on a la ligne de cou, on a une grosse zone. Donc, pour l'instant, pour moi, on a quand même eu un gros flux baissier, mais ça tient. Ça tient et comme je vous le disais, l'accélération baissière sera vraiment donnée à la cassure de cet énorme niveau. Mais pour l'instant, on revient tester finalement la ligne de cou. On est en plein dedans. Mais je ne vois pas de signaux baissiers sur les unités de temps un peu plus courtes, même si je voyais bien un retour quand même sous les 74,80. Là, on reste quand même toujours bloqué par la Tenkan, donc pour l'instant, en tout cas, le flux reste baissier. On est sur un gros rebond technique. Là, on est pile poil dans la zone. Toujours la grosse ligne de coup sur cette paire. 0,75-70, allez, 0,76. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 0,76, j'estime qu'on est vraiment sur un pullback. En données 4 heures, on n'a pas beaucoup de signaux baissiers. Enfin, pour l'instant, on est dans la zone, on travaille la zone. Ok, ici on a une étoile filante. Bon, c'est pas très convaincant, j'ai envie de dire. On a beaucoup de bougies d'hésitation, mais j'aimerais bien qu'on ait une bougie flux qui repart très clairement à la baisse pour valider ce plan. En tout cas, tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus des 0,76, enfin tout simplement au-dessus de la mèche haute ici en daily, j'estime que les vendeurs gardent la main et qu'on est sur un simple rebond technique, que le marché devrait repartir dans le sens du flux pour retourner tester les 0,7480. Et derrière, voilà, ça c'est le gros niveau à surveiller pour avoir une puissante accélération baissière sur le prochain niveau de support. Donc pour l'instant, le plan n'a pas changé, mais le marché travaille la zone. On est juste dans une grosse zone. Reste à savoir maintenant si le plan va fonctionner. GBP USD. Pareil, je voyais un rebond technique sur le GBP/USD pour repartir sur la borne basse du range. Je l'évoquais aussi la semaine dernière. On a eu la BOE en fin de semaine jeudi, donc la paire a un peu séduit du terrain. Bon, elle a laissé sa politique monétaire à changer. Elle a opté pour le statu quo, donc pas de grosses news en tout cas. Voilà, la paire a quand même un peu cédé du terrain suite aux annonces de la BOE, mais bon, elle n'a pas surpris le marché, j'ai envie de dire. On est dans un range, toujours, on est sous le bas du support, enfin de la résistance. On a cassé le support, donc là on revient tester la résistance des 1,1914, 1,1915, 1,3915, pardon. Je verrais bien un retour sur la borne basse. Grosse accélération baissière, rebond technique, finalement ça repart à la baisse. Peut-être que certains se sont positionnés sur le rebond pour revendre, mais en tout cas, on est au milieu du range, donc techniquement, c'est pas un niveau où on est censé intervenir. Pourquoi pas jouer le rebond avec quand on arrive avec la moyenne mobile 50 périodes en données 4 heures. Ça pouvait donner quelques points, mais bon, pour moi, on reste capé sous cette moyenne mobile 50. On tente de nouveau de repasser sous les 1,3915. Je reste baissier pour viser 1,38, mais c'est surtout les 1,36 qui m'intéressent. Voilà. Là, j'estime que si vous êtes vendeur, eh bien, tant mieux. Vous essayez de
vous laisser porter un peu par cette reprise baissière qu'on est en train d'insuffler sur le marché. Mais sinon, je ne vois pas d'opportunité dans l'immédiat sur cette paire. Juste une prévision plutôt baissière, étant donné qu'on est quand même dans un gros range. Et là, c'est la zone à moyen terme, si on retourne ici, qui m'intéresse. Les 1,3680, on aura en plus la moyenne mobile 200 qui arrivera en soutien. Donc là, j'aimerais que le GBP effectue sa rotation complète. Je garde quand même un biais baissier. J'estime qu'on a eu un rebond technique. Derrière, ça cale. On est sous résistance pour l'instant. Et donc, prochain support, 1,38 à aller chercher, puis 1,3680. Mais pas beaucoup d'opportunités, en tout cas sur le Forex, en ce début de semaine. J'ai scanné pas mal de paires. Et j'ai l'impression qu'on a déclenché pas mal de rebonds techniques, mais qu'on se situe un peu au milieu de nulle part et qu'on n'est pas proche de gros niveaux de support ou de gros niveaux de résistance pour justement se positionner et essayer d'intervenir sur le marché. Pour l'instant, il faut se montrer patient et rester à l'écart tant que le marché ne nous offre pas des niveaux clés d'intervention. Le gold, c'est la même chose. Il se passe absolument rien. On a eu l'avalement haussier lundi dernier qui a marqué en tout cas un creux de marché à court terme. Mais comme je vous le disais, ce qui me dérangeait, c'était qu'on était sous la zone hebdomadaire. Les 1790, 1800, et donc payer un avalement haussier sous résistance, non, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas judicieux en tout cas, ce n'est pas conseillé non plus. On achète sur support, mais on n'achète pas sous résistance. Et effectivement, hein, ça cale, on est sous la grosse zone hebdomadaire toujours. Et tant qu'on évolue sous cette zone, difficile de repasser acheteur sur le gold. En tout cas, la dynamique de fond, certes, est haussière, mais encore une fois, comme je vous disais, c'est les zones d'intervention, c'est là où il faut agir et intervenir sur les marchés. Et là, on est sous la zone. Donc, pour moi, je ne repasse pas acheteur tant qu'on est sous les 1800 $. J'attendrai sinon en retour ma deuxième zone qui est mon oblique haussière. Et donc, le plan depuis la semaine dernière n'a pas changé sur le métal jaune. C'est pour l'instant rebond technique. Si on ne parvient pas à reconquérir les 1800, eh bien d'attendre la prochaine zone qui se situe juste ici. Voilà. 1745, 1750. Donc là, c'est mon plan sur le gold. Si le marché reste maintenu en échec sous cette zone, eh bien, d'essayer d'effectuer des achats au contact de la prochaine zone, 1745, 1750, couplé à notre oblique haussière. Donc, encore une fois, il faut se montrer patient. Soit on intervient ici, soit on attend la cassure des 1800 pour moi, pour aller chercher ensuite 1832 et 1850. Mais même en données 4 heures, on est dans un range de consolidation. La divergence est en train de dysfonctionner. De toute façon, on a cassé l'oblique. Elle a juste marqué vraiment une fin de baisse avec l'avalement, bel avalement haussier, fin de baisse à court terme et consolidation. Là, très clairement, consolidation, tant qu'on est sous la moyenne mobile 50, le flux reste baissier. Hein, très clairement, on est dans une phase de consolidation selon moi sur cet actif. Ouais, potentiellement un triangle, mais je verrais plutôt un range. Un range avec un creux de marché marqué par l'avalement. Et si on en sort par le haut, eh bien, reprise haussière. Et à l'inverse, on attendra sinon un retour sur la zone des 1745, 1750 pour tenter de jouer le rebond technique de nouveau pour aller viser les 1800. Et pourquoi pas repartir après dans une dynamique haussière. Le Brent,
ça reste haussier. De toute façon, le pétrole, rien n'a changé depuis la semaine dernière. On vient chercher l'oblique. Logiquement, vous avez dû prendre des bénéfices sur les niveaux intermédiaires, 72,44, 76. Mon objectif a été atteint très clairement. Maintenant, je reste haussier, bien entendu, mais je suis plutôt neutre. J'estime toujours que une grande partie de la hausse s'est faite suite à la sortie du triangle. Bien entendu, on peut toujours aller chercher plus haut, mais il ne faut pas être trop gourmand, comme je vous le disais. Normalement, vous avez dû prendre des bénéfices depuis la sortie de cette figure chartiste. Plutôt neutre, on est assez haut, mais je ne passe pas baissier en tout cas en tout cas la tendance reste haussière. Donc si on suit la théorie de Charles Dow, hein, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, c'est le cas actuellement. On est dans une tendance haussière, on n'a pas de signaux baissiers. Voilà, on va essayer d'aller chercher l'oblique maintenant. Direction l'oblique haussière en hebdomadaire. Donc là, prochain TP, c'est les 76. Mais on a eu une belle bougie flux la semaine dernière, presque un Marubozu, pas de mèche, un peu de mèche basse, mais pas de mèche haute. On break en plus la résistance, les plus hauts de 2019, enfin de avril 2019, c'est vrai qu'on a eu d'autres plus hauts. Non, c'est bien les plus hauts de 2019, autant pour moi. Après, c'était 2018 ici, donc on break les plus hauts de 2019. C'est haussier. C'est haussier, j'attends la zone des 77 en espérant avoir un repli maintenant sur ce niveau technique, même si l'objectif du triangle, pour rappel, reste 80 $, il me semble, c'est ça. Donc, objectif à 80, donc si vous avez gardé un petit reliquat en vous disant que le marché peut monter plus haut, eh bien, très bien, et bien joué à vous, tout est possible, effectivement, on pourrait très bien chercher le niveau des 80, mais j'estime que voilà, face à cette oblique haussière qu'on a juste au-dessus de la tête en hebdomadaire, le marché pourrait quand même commencer un peu à ralentir, à s'essouffler, et pourquoi pas avoir un repli. Mais pour l'instant, je ne passe absolument pas baissier. Je note des niveaux clés, des obstacles potentiels qui pourraient freiner la hausse de ce marché, mais en données 4 heures, en données horaires, en données daily et en données hebdomadaires, c'est aussi des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts, soutenu par les mêmes 50, soutenu par la Kijun, on casse des résistances, donc tant qu'on ne repasse pas sous la Kijun et les 76, les acheteurs sont présents, le flux reste haussier et les acheteurs gardent la main, tout simplement. Ça ne sert à rien de vendre le pétrole et d'essayer d'attraper le point haut. Là, clairement, ceux qui essayent d'attraper le point haut depuis une semaine sont complètement à contre-courant et bien au contraire, essayer de nager dans le courant. De toute façon, on avait la sortie de triangle, j'ai fait le suivi suffisamment sur cette classe d'actifs. Mais là, ne vous amusez pas à attraper un point haut sur le pétrole. Enfin, tant qu'il n'y a pas un signal baissier, ça ne sert à rien. Et le light, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Objectif 2 atteint, 74,70. Mais ce n'est pas baissier pour autant. Ça reste haussier. L'objectif majeur, c'est les 76. L'objectif théorique, en tout cas, en hebdomadaire, ouais, là, on a quand même une très grosse zone de prix. Là, ça va être un gros morceau à franchir. Juste ici. Donc, là, on est quand même sur un niveau intermédiaire. C'est intéressant. C'est un niveau qui a quand même été bien travaillé. On a effectué un double sommet. Pour l'instant, ce n'est pas baissier en hebdomadaire en tout cas. On est juste sur ce niveau-là. Mais le gros niveau qui sera vraiment intéressant à travailler à la vente, si on arrive à aller chercher un peu plus haut, c'est la zone de polarité juste ici.
voilà, les plus bas de 2011, 2012 et le top qu'on a réussi à faire en 2018. Voilà, ça c'est vraiment la grosse zone clé que je vais travailler en tout cas à la vente, si on parvient à aller la chercher, même si on a un niveau intermédiaire quand même très intéressant. Mais encore une fois, si on bascule en données daily, en plus on est en train de valider la divergence, on est en train de faire un sommet plus haut que le précédent, et d'un point de vue des bougies japonaises, c'est haussier. C'est haussier sur toutes les unités de temps, pareil en données 4 heures. Donc pour l'instant, rien à faire si ce n'est encaisser et prendre quelques bénéfices suite aux différents objectifs qui ont été atteints grâce à la cassure du triangle début mai, fin juin. Pardon, l'inverse, fin mai, début juin. Pour terminer, le Bitcoin qui résiste plutôt bien à la pression vendeuse, toujours. La bougie hebdomadaire, la clôture est intéressante. On est quand même sur un marteau. On n'a quasiment pas de mèche haute, une longue mèche basse, pas beaucoup de corps. Donc effectivement un marteau. Toutefois, les figures avec un seul pattern comme les marteaux, les pendus nécessitent une confirmation avec le chandelier suivant. Donc là, il faudrait que cette semaine, on clôture avec une bougie verte au-dessus des 35 000, les 36 000. Une bougie verte qui clôture au-dessus de 36 000 pour valider ce pendu. Ça renforcerait en tout cas l'hypothèse qu'on ait fait, que le marché a potentiellement fait un creux grâce à ce marteau. Je ne passe toujours pas baissier sur le BTC tant qu'on n'a pas enfoncé les 30K. Pour moi, c'était une zone à payer pour jouer un rebond technique. Pour l'instant, ça tient. Kijun en plein dans les prix. On est remonté sur le niveau des 33 850. Donc pour l'instant, on est toujours dans un énorme range. En données daily, bon, on a retracé le range. Et là, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement le double creux qu'on est en train de former. On a fait un double creux sur pas mal de cryptos aussi. Je pense à l'Ethereum. Si vous allez en données 4 heures, vous verrez que la ligne de coût se situe à 2050 $ et qu'on est en train de valider aussi un double creux sur l'Ethereum. Donc là, on a fait peut-être un petit excès, mais on a de nouveau un micro-range en données 4 heures juste ici. Voilà, tac, tac, tac. On est revenu sur la ligne de coût à peu près, même si on a un gros excès. C'est pas bien grave, on forme quand même ce double creux sur un niveau clé des 30 000 $. Donc, je surveille la cassure et en plus, la ligne de coût correspond au milieu de range daily. Donc, pour moi, je surveille en fait la cassure du milieu de range qui correspond un peu à la ligne de coût de ce double creux 4 heures aux alentours, autour de 35 300. Et cela permettrait de relancer un flux haussier pour aller chercher les 40 800, mais toujours dans une phase de congestion, de stabilisation, d'accumulation. Voilà, un peu la ligne de coût, elle est assez propre, ça reste le plaquin jaune. Alors sur le BTC, le plan c'est de, soit on attend la cassure des 34 000, 35 000 pour se positionner et aller chercher l'objectif du double creux, à savoir les 38 600 puis 40 800. Sinon, eh bien, on attend un retour sur les 30 000 pour une nouvelle fois essayer de se positionner sur la MM50 hebdomadaire pour de nouveau prendre l'impulsion et espérer être dans le bon sens, car le jour où on va sortir de cette grosse phase de stabilisation, d'accumulation, avec une sortie par le haut et le franchissement des 40 800, je m'attends vraiment à ce qu'on ait une grosse impulsion haussière. Mais pour le moment, effectivement, on a un marché qui tricote, qui se stabilise, mais qui réagit quand même bien sur les gros niveaux techniques clés. Donc pour moi, ça reste les 30 000 $, la MM50, pardon, hebdomadaire qui doit être maintenant aux alentours des 31 000, je pense. Ouais, c'est ça, 30 750. Donc, essayez toujours de travailler ce niveau avec pourquoi pas un excès sur les 30 000.
30 750 à la baisse, 29 900, soit le bas du range hebdomadaire. Là, ça reste un niveau à travailler pour jouer le rebond, sinon d'attendre la cassure des 35 050, 35 100 pour valider le double creux et aller chercher ensuite la MM50, puis espérer un retour sur la borne haute du range pour effectuer un peu ce ping-pong entre les deux bornes depuis maintenant plusieurs semaines. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous donne rendez-vous demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.